Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député Nicolas Metzdorf. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est actuellement sur le territoire et que vous-même, vous allez bientôt rejoindre la métropole. Et d'abord, est-ce que vous êtes fatigué ? Parce qu'on a vu et entendu que les députés étaient fatigués, que leurs horaires sont trop lourds. Ils demandent un aménagement de leur rythme de travail. Est-ce que c'est votre cas ? Vous trouvez que vous en faites trop ? Non, je ne suis pas fatigué, j'ai de l'énergie, mais c'est vrai que l'Assemblée nationale n'est pas pensée pour une majorité relative. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie, au Congrès par exemple, lorsqu'un élu est absent pour diverses raisons, il peut donner une procuration à un élu qui est présent et donc quelqu'un vote pour lui. À l'Assemblée nationale, ça n'existe pas. Sauf pour de la longue maladie ou sous certificat médical. Mais si on est présent, par exemple, comme moi, en circonscription aujourd'hui, parce qu'il y a la visite d'un ministre ou qu'on revient tout simplement voir ses électeurs, eh bien, on ne peut pas donner une procuration à un élu de l'Assemblée nationale qui vote pour vous. Et donc, les majorités se font difficilement. Il suffit d'une grosse mobilisation de l'opposition et l'absence d'une partie de la majorité pour que, finalement, on soit mis en minorité. Et donc, c'est vrai qu'à Paris, ils nous demandent d'être présent tout le temps, très régulièrement, pendant toutes les heures de débat à l'Assemblée nationale, même quand des textes ne nous concernent pas. Donc je peux comprendre que certains élus parisiens qui n'ont pas l'habitude de ce rythme-là soient un petit peu exténués, oui. Mais moi, ça va. Mais vous, ça va. Bon, on est rassurés. Alors, Gérald Darmanin est donc actuellement sur le territoire. C'est quelqu'un que vous connaissiez auparavant ? Vous avez eu l'occasion de le rencontrer à Paris ? Je l'ai rencontré plusieurs fois à Paris. Les ministres organisent régulièrement ce qu'ils appellent des petits déjeuners ou des déjeuners parlementaires où ils prennent des groupes de députés, généralement de la majorité, pour leur parler de leur projet de loi qu'on doit défendre à l'Assemblée nationale. Donc dans le cadre de la LOPMI, dans le cadre de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré Gérald Darmanin à plusieurs fois. Mais c'est vrai que là, on l'a pour nous toute une semaine. Donc je le suis tout partout et ça me permet de passer des messages à chaque fois, voilà, au détour de 2 interviews, de 2 visites, de 2 réunions, de communiquer avec lui. Alors la visite est longue, hein, plus d'une semaine, enfin une semaine entière en Nouvelle-Calédonie, elle est encore en cours pour l'instant. Qu'est-ce que vous en retenez pour l'instant ? On dit que c'est un ministre qui est à l'écoute, lui-même dit volontiers qu'il vient pour écouter les Calédoniens. C'est l'impression que vous avez, c'est le point fort de cette visite ? Oui, c'était le sens de sa visite d'ailleurs. Je crois qu'on avait eu suffisamment de visites ministérielles où on venait donner des messages. Voilà. C'était le message de l'État, c'était la parole politique de la République. Là, on est dans une autre séquence. On va débuter les négociations et elles ont débuté sur l'avenir institutionnel. Donc, il faut que le ministre comprenne les subtilités calédoniennes. Et Dieu sait qu'on en a des subtilités chez nous. Hein, les choses sont moins caricaturales qu'on ne le pense depuis Paris. Et donc, c'est vrai qu'il faut comprendre un petit peu les choses. Et donc, il écoute beaucoup, il note beaucoup, il pose énormément de questions. D'ailleurs, il est en retard à chacune de ces séquences, mais c'est parce qu'il prend le temps de comprendre. Et je crois que c'est un point fort. Il ne faut pas forcément s'attendre à chaque visite ministérielle à ce qu'un message nouveau soit délivré, etc. Il n'y aura pas d'annonce particulière, quoi. Alors, il va prendre la parole ce soir, sur votre antenne notamment, pour donner un petit peu sa vision des choses, sa vision de la Nouvelle-Calédonie, comment il a ressenti son passage sur le territoire, comment il a ressenti les Calédoniens, comment il voit la suite, hein, parce qu'il est là aussi pour préparer la suite avec notamment la construction d'un nouveau statut pour notre pays. Donc il va dire des choses, mais il ne faut pas s'attendre à chaque fois à des phrases chocs et à des messages politiciens presque. Voilà, c'est quelqu'un qui est au travail. Il est là pour travailler, donc il doit comprendre le sujet pour l'analyser et trouver des solutions. Mais vous le savez, les Calédoniens commencent à être un peu impatients. Hein. Le 3e référendum, c'était il y a bientôt 1 an. Depuis, on ne voit pas venir grand-chose. Est-ce que les discussions vont pouvoir reprendre ? On avait dit qu'elles étaient lancées il y a 1 mois à la suite de la convention des partenaires, mais à la fois c'était incomplet puisque les indépendantistes n'étaient pas là. Est-ce que cette visite va permettre de débloquer les choses ? Est-ce que les indépendantistes vont revenir autour de la table, à votre avis ? La stratégie qu'a pris l'État sur le sujet est très simple, c'est-à-dire nous on avance quand même. C'est-à-dire que les indépendantistes ne sont pas venus à la convention des partenaires qui a décidé la mise en place des groupes de travail. C'est pas grave. Lors de sa venue, on organise la mise en place de ces groupes de travail. Cet après-midi, je vais représenter les loyalistes avec Lionel Brinan au groupe de travail sur le foncier de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas un petit sujet chez nous, hein, la question de l'avenir du foncier. Donc voilà, l'État avance, l'État
met en place son calendrier, met en place sa méthode, tout en laissant la porte ouverte aux indépendantistes pour qu'ils puissent rejoindre ces dispositifs lorsqu'ils auront trouvé le bon moment pour le faire. Donc, à la fois, la porte est ouverte, la main reste tendue, et en même temps, on sait qu'il faut avancer parce que le message qu'on lui a beaucoup passé, et ça c'est grâce aux loyalistes, il faut le dire, on lui met une grosse pression, c'est qu'on a perdu 18 000 personnes en 4 ans, les gens n'en peuvent plus de l'obscurité institutionnelle, on a besoin de visibilité, on a besoin de retrouver de la confiance, on a besoin de retrouver de l'espoir, on a besoin de retrouver de l'enthousiasme, de l'euphorie en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est une terre de pionniers, c'est une terre où on a toujours eu envie de développer et de construire. C'est la première fois, je pense, dans notre histoire récente, depuis au moins les événements, qu'on subit un petit peu ce marasme un petit peu, hein, et cette perte de confiance dans notre pays. Donc nous, on lui a dit, nous, on doit avancer. On doit construire parce qu'on a une économie à faire tourner, on a des emplois à créer, on a des sujets à traiter qu'on ne peut pas laisser comme ça. Et donc, il le sent bien. Donc, le jeu d'équilibre d'un ministre dans ce moment-là, c'est d'avancer tout en permettant aux indépendantistes, qui ont une notion du temps un peu particulière et puis des grosses divisions entre eux, de nous rejoindre quand ils auront envie de nous rejoindre. Alors on a cru comprendre, hein, ils ont rencontré, le ministre a rencontré tous les groupes politiques l'autre jour, on a cru comprendre que le calendrier des indépendantistes était accepté, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de bilatéral avec l'État avant le déroulement de leur congrès, c'est-à-dire avant février-mars. C'est un point d'accord, c'est une concession. Il faut aussi les écouter et attendre qu'ils soient prêts à ouvrir ces discussions. Non, mais l'histoire du calendrier des indépendantistes accepté, c'est de la bouche d'un indépendantiste. C'est pas de la bouche de l'État. C'est pour ça que je vous demande votre avis, je vous demande ce que vous en savez. Enfin, les indépendantistes, c'est plutôt la branche radicale de l'Union calédonienne qui dit ce qu'elle veut quand elle sort de l'entretien du ministre. Hein. Enfin, je trouve que quand même, ce qu'on doit faire en tant que responsable politique aujourd'hui, c'est de dire la vérité à nos gens. Et là, l'UC n'a pas dit la vérité, en tout cas son éminent représentant. L'État est sur la position que je cite aujourd'hui sur RRB, parce que c'est la vérité. C'est de dire, mais nous, on n'a pas accepté le calendrier de l'UC, ça ne va pas. Le calendrier de l'UC, il n'y a aucune discussion, il ne se passe rien avant la fin des congrès de février ou de mars. On dit, mais ça ne va pas. Donc, on avance, on est au travail. Moi, cet après-midi, je suis au travail. Je vais défendre la propriété privée dans le groupe foncier, je vais défendre l'arrêt des revendications foncières, je vais défendre l'installation des jeunes, la baisse du prix de l'hectare en Nouvelle-Calédonie. Et c'est avec l'État, c'est avec le ministre, c'est avec le HOCR. Et les indépendantistes ne seront pas là, a priori, à la station de ce groupe de travail. Pas là, mais ce n'est pas grave, nous, on crante, on avance, on met nos jalons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'État a accepté ça. Et en même temps, l'État dit... les indépendantistes, vous viendrez quand vous aurez envie de venir. Donc, à la fin, quand vous aurez fini de vous mettre d'accord à vos congrès respectifs, si vous voulez venir, vous pourrez venir. C'est pas fermé. En quelque sorte, ils prendront le train en marche. Bien sûr. Mais c'est en aucun cas l'acceptation du calendrier de l'UC, parce que si c'était l'acceptation du calendrier de l'UC, cet après-midi, moi, j'irai à la mer. Alors, il y a le calendrier, puis il y a l'ordre du jour aussi, puisque eux, pour l'instant, ne veulent parler que d'indépendance ou d'indépendance avec partenariat, si on prend le cas du Palika. Il va falloir aussi les sortir de ces thèmes-là. Il faut bien prendre en compte, le ministre l'a dit à plusieurs reprises, le résultat des 3 référendums. Alors ça pour le coup, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Darmanin, le ministre, est très clair sur le sujet. C'est le résultat des 3 référendums qui s'impose, c'est la démocratie. Il est dans la droite ligne d'Emmanuel Macron, qui l'avait dit à la télé le soir après le 3e référendum. Donc ça, là-dessus, l'État ne transige pas. La question, c'est comment on reste français, dans quelle organisation, et comment s'exercera le droit à l'autodétermination, puisque lui, il reste. Donc, on va éviter les 3 référendums automatiques avec le corps électoral gelé. Et donc, c'est plutôt comment on rend le droit à l'autodétermination le moins facilement exerçable, ou en tout cas, comment on ne le rend pas autant automatique qu'on l'a connu avec l'accord de Nouméa. Donc, on est plutôt dans cette question-là, mais la Calédonie, elle est française, il n'y a plus de débat là-dessus. La question du corps électoral, vous en faites presque, vous aussi, un préalable, comme les indépendantistes ont l'habitude d'en poser. Vous vous dites, s'il n'y a pas de si le corps électoral est dégelé, il n'y a pas... Enfin, les provinciales de mai 2024 ne peuvent se dérouler que dans un corps électoral dégelé. C'est un de nos combats principaux, c'est un de nos fondamentaux, le dégel du corps électoral. Mais là-dessus aussi, ce matin, on était avec les maires que le ministre recevait à la CCI, à l'auditorium. Donc devant les maires loyalistes, indépendantistes, leurs conseillers municipaux, leurs adjoints, il a été très clair sur le sujet. Il a dit de toute façon, s'il n'y a pas d'accord en 2024, je serai quand même obligé d'organiser les provinciales qui sont prévues. Et ces provinciales, compte tenu
on va dire, des positionnements juridiques des hautes instances nationales et européennes ne pourront se dérouler qu'avec un corps électoral réouvert. Donc, moi, je serai les indépendantistes, je viendrai vite à la table pour discuter quand même, parce que si c'est pour aller à des provinciales 2024 avec un corps électoral totalement ouvert, je pense que ça ne plairait pas aux indépendantistes. Et donc, votre position, c'est qu'il faut trouver un accord sur le corps électoral qui ne soit pas forcément une ouverture absolue, ou c'est trop tôt, c'est pas le sujet à mettre sur la table immédiatement? Alors, moi, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas pousser sous le tapis. Hein. C'est pas de la poussière, le corps électoral. C'est un sujet qui est important, donc il faut en parler le plus souvent possible et puis trouver un accord. On sait très bien que c'est mieux de trouver des accords que de passer en force en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment. Pour l'accord de Nouméa, avant qu'on revienne dessus et qu'on concède ça aux indépendantistes, le corps électoral, il était glissant. Je rappelle qu'un corps électoral glissant en Nouvelle-Calédonie, par exemple, à 10 ans, permet de réintégrer 80% des exclus. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus ouvert possible. Parce que, théoriquement, on a voté pour rester en France, on est français, donc on retrouve un corps électoral qui est similaire à ce qui se passe en métropole. Les indépendantistes veulent le garder gelé. Bon, on sait que la vérité sera certainement entre les deux. Et il faut que la vérité soit la plus proche de la vision loyaliste possible. Vous croyez qu'un consensus est possible encore sur l'avenir? Est-ce que vous croyez qu'on va s'acheminer vers un nouvel accord, comme on a pu le faire en 88, en 98, ou que ce temps-là est derrière nous et qu'il faut inventer autre chose? Est-ce que, quand on entend les indépendantistes, alors vous le disiez, ils sont divisés, ils ont parfois tendance à faire un peu dans la surenchère, est-ce que dans leur état d'esprit actuel, il est possible d'envisager une solution consensuelle pour faire court? C'est intéressant cette question parce que c'est une question que le ministre m'a posée, alors pas formulée de la même manière, mais il dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver quelque chose? C'est quelque chose qu'il pose aux Calédoniens. Lui le croit. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que moi, j'y croyais. J'y croyais parce que j'ai été élevé dans la période des accords, celle de Matignon, qui a été mon année de naissance, celle de 98. Moi, je suis fondamentalement calédonien et je veux croire que mon pays est capable d'être un pays uni, d'être un pays où chacun se respecte au sein de la République française. Et vous savez, il y a eu une séquence très intéressante qu'on a vécue avec Gérald Darmanin. Ça a été un déjeuner avec les jeunes étudiants de Point-Bout, alors du lycée agricole, mais aussi de l'antenne de l'université qu'il y a dans le Nord. Et il y avait énormément de jeunes Kanaks, mais forcément parce qu'on est dans le Nord. Et le ministre est très direct, hein, vous savez, il leur a dit, mais pour vous, c'est quoi l'indépendance? Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous êtes toujours indépendantiste? Et les jeunes ont répondu de manière très subtile, et puis ils ont pris le temps de réfléchir pour le dire, mais ils ont dit, mais vous savez, nous, on est conditionnés depuis petit, par nos parents, par nos grands-parents, à être indépendantistes. Donc oui, on l'est, mais peut-être pas de la même manière que nos parents. Parce qu'on se doit de respecter leur combat, on se doit de respecter... finalement la lutte indépendantiste. Mais nous, on n'a pas grand-chose à reprocher à la France. Et peut-être que nous, on est plus pour un partenariat avec la France, voilà, et plus pour une reconnaissance de l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ils ont formulé les choses différemment. Donc, cette jeunesse kanak qui est soit au lycée, soit en BTS, soit à l'université, eh ben voilà, elle a ce discours-là. Et c'est clairement pas, même si elle est indépendantiste, c'est clairement pas le discours de l'UC qui dit que la France est un pays nazi, que rien sauf l'indépendance serait remettre en cause la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de plus constructif et de plus positif de la part de cette jeunesse indépendantiste. Et vous qui êtes un jeune député, est-ce que c'est pas aussi dans votre mission de les déconditionner? Est-ce que c'est possible? Alors bah, vous savez, merci de poser cette question. Si c'est tout... l'engagement politique que j'ai en Nouvelle-Calédonie, au-delà du poste de député ou des postes que l'on peut avoir, hein, province, gouvernement, etc., c'est vraiment l'engagement de Calédoniens qui veulent convaincre leur homologue qu'un destin commun est vraiment possible et que le vivre ensemble n'est pas une chimère qu'on répète de manière quasi mécanique et automatique toutes les semaines à la radio. Moi, j'y crois fondamentalement, profondément. Donc c'est vrai que ces dernières années, ça a été difficile. C'est vrai que parfois, on peut fléchir, on peut douter, et c'est normal vu ce qu'on a vécu. Mais en même temps, je me dis, quel pays vit 3 référendums sur son indépendance avec un clivage quasiment à 50-50, avec un clivage ethnique, et qui s'en sort finalement quand même en paix, parce que n'importe quel autre pays aurait fait ce qu'on a fait, ça serait la guerre civile. Donc je me dis, il y a quand même un espoir, et je veux utiliser cet espoir et convaincre ces jeunes-là que oui, ce qu'ils disent est vrai. Qu'aujourd'hui, on n'a rien à reprocher à la France, que la France, elle nous aide, elle nous accompagne, elle nous protège, et qu'on ne sera jamais autant indépendant en Nouvelle-Calédonie qu'au sein de la République française. Parce que demain, si on a une indépendance véritable au sens juridique du terme, comme le souhaite
les leaders anciens du FLNKS, bien évidemment qu'on serait recolonisé dans la minute qui suit par les puissances qui nous entourent, on le sait. Et c'est la France qui nous permet d'avoir la plus large autonomie possible. Donc c'est ce discours que je tiens là. Et vous savez, ils ont dit quelque chose d'intéressant. Vraiment, ils ont été pertinents, ces jeunes-là. Ils ont dit, mais finalement, nous, la France, on l'aime bien parce qu'elle nous permet d'être nous-mêmes aussi. Voilà. Et il n'y avait pas de haine. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de haine de ces jeunes indépendantistes envers la France. C'était plus par respect du combat des anciens. Donc il y a un chemin, je pense. Et on peut penser que c'est aussi le résultat des 30 ans d'accords qui ont permis d'apaiser les choses et peut-être de faire passer quand même un certain nombre de messages et de réalités. Oui, je pense que clairement aujourd'hui on est sorti de l'ornière des années 80, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui nous met aussi dans cette position avec peut-être des leaders indépendantistes très radicaux, c'est que c'est la même génération qui a fait les événements. Alors, moi, je ne suis pas pour le jeunisme, vous non plus, Elisabeth Noir, je ne suis pas pour qu'on mette que des jeunes partout, parce que je pense que la vérité, elle est un juste équilibre entre les anciennes générations et les plus jeunes, parce que tout se fait dans l'équilibre dans la vie. Mais c'est clairement déséquilibré chez les indépendantistes. Il n'y a aucun leader indépendantiste qui s'exprime, qui n'a pas connu les événements. Mais quand on parle avec les lieutenants, ceux qui sont en préparation pour les remplacer, parce qu'il faudra bien les remplacer un jour, on voit que le discours est différent. Donc c'est en ça que je veux croire. Alors je ne suis pas naïf, je ne suis pas idéaliste, nous ne devons pas l'être, parce qu'on a assez fait de concessions, on a assez reculé. Et je pense qu'à un moment donné, il faut affirmer la démocratie et la force non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Mais je veux croire qu'un avenir en commun est possible. Les indépendantistes, on l'a vu, donc vous venez d'en parler, on voit un peu les excès, les divisions qui les animent. Les non-indépendantistes, ils en sont où? On sait que vous avez réussi à parler globalement d'une seule voix à Paris. Ça continue ou est-ce que ça doit être quand même difficile de faire vivre des mouvements qui ont chacun leur spécificité, leur histoire, leurs différences? Globalement, je vais vous dire la vérité, parce que je vous dis toujours la vérité quand j'ai un RRB. Mais c'est ce que j'attends de vous. Parce qu'on est transparent à transparence. Les relations sont très bonnes avec tout le monde. La difficulté, ça reste Philippe Gomez, voilà. C'est ça la vraie difficulté entre le Rassemblement et les loyalistes. Les relations sont cordiales, bonnes. Moi, j'ai échangé beaucoup avec Thierry Sontal lorsqu'on était à Paris. Vous savez que je l'ai battu pour les élections législatives et je l'ai invité à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une discussion. Et ça s'est très bien passé. Et les relations sont très bonnes. Avec Virginie Ruffnac, pareil. Avec Philippe Dunoyer, pareil. À l'Assemblée nationale, en tout cas. Donc c'est pour ça que je ne dis pas Calédonie ensemble. Je dis Philippe Gomez. Parce qu'avec Philippe Dunoyer, les relations sont bonnes et on arrive à se mettre d'accord, même si des fois c'est compliqué. Voilà, je pense que... Mais globalement, dans les groupes de travail qui vont être mis en place, dans les discussions, si elles sont vraiment un jour, il y aura une voix non indépendantiste unique pour défendre le projet d'avenir, les futures institutions? Ça dépend de quoi on parle. Les fondamentaux, on est globalement sur les mêmes choses. Hein. On les exprime de manière différente, mais l'avenir dans la France, le dégel du corps électoral, l'égalité entre toutes les communautés en Nouvelle-Calédonie en termes de droits et de devoirs, tout ça, on les partage. Après, peut-être que certains vont s'exprimer, notamment celui que je citais, de manière indépendante des autres, parce qu'il veut marquer politiquement sa différence, faire croire qu'il est différent. Mais en fait, on peut se mettre d'accord à tous. Enfin, vous savez, il y a des différences. La plus grosse différence chez les loyalistes aujourd'hui, c'est entre Sonia Backès et moi. Et pourtant, on est ensemble. Non, mais c'est vrai, c'est sur l'organisation institutionnelle. La Nouvelle-Calédonie, tout le monde le sait. C'est sur soit le maintien des provinces et leur renforcement, soit sur leur suppression. Ah ben, vous savez quoi, quand on a envie de travailler ensemble, on y arrive. Et voilà. Et aujourd'hui, avec Sonia Backès, on sait très bien qu'à un moment, il y aura cette discussion et qu'on tranchera de manière la plus intelligente possible. Vous êtes toujours pour Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a envie de travailler ensemble, quand on a envie de trouver des équilibres ensemble, c'est possible. C'est possible. Et que ceux qui restent en dehors de l'unité sont des gens qui le font par stratégie politicienne et rien d'autre.
Vous êtes toujours pour la suppression des provinces ou votre réflexion évolue mais en fait, sur ce point les médias ont retenu la suppression des provinces, mais ce n'était qu'un outil au service d'un idéal qui était l'unité calédonienne. Moi, je suis calédonien, je ne me dis pas je suis provincial sud, vous voyez ce que je veux dire, je défends mon identité calédonienne. Vous savez, quand on vient de Poya et qu'on est coupé entre deux provinces, forcément, on a une vision très calédonienne. Voilà, je suis broussard, j'ai vécu avec tout le monde, et je veux croire que la vie que j'ai eue en étant enfant, adolescent, jeune adulte, est une vie qui est possible pour mes enfants, et je ne peux pas croire et ne veux pas croire qu'on soit obligé de se séparer parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, après on verra bien dans les discussions où ça nous mène. Si les indépendantistes sont arc-boutés sur des choses complètement folles, comme l'indépendance à tout prix, le gel du corps électoral à tout prix, la primauté du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie envers les autres communautés, ça ne sera pas possible. Voilà, ça ne sera pas possible. Donc on verra bien où ça nous mène. Mais je suis bien obligé de porter ce qui fait de moi un homme politique aujourd'hui. Pour revenir au groupe de travail, donc cet après-midi, l'installation du groupe foncier, les autres apparemment ça va prendre un peu plus de temps. Mais vous le savez, les Calédoniens sont impatients. À quoi ça va servir ces groupes de travail par rapport au... On cherche une solution institutionnelle pour l'avenir. Est-ce que là, on va occuper le terrain avec des sujets annexes qui concernent, on dit, c'est vrai, le quotidien des Calédoniens, mais est-ce qu'on perd pas un peu de temps sur la réflexion institutionnelle qui est quand même le cœur du sujet? Vous savez, le groupe foncier... c'est pas un sujet annexe, hein. Pardon, mais c'est quand même ce qui a toujours déclenché en Nouvelle-Calédonie le sujet du foncier, les conflits entre Kanak et non-Kanak, hein, parce qu'il y a la question des revendications foncières qui est lourde, la question de la protection de la propriété privée, la question du développement des terres coutumières, de l'égalité entre les deux droits, parce que sur terre coutumière, on n'a pas de PUD, on n'a pas de permis de construire, on n'a pas de taxe d'habitation, et donc ça pose un vrai problème d'égalité et de respect de l'ensemble des Calédoniens. Donc je pense que ça va quand même, ça va quand même taper dans les barres, comme on dit chez nous. Donc non, il n'y a pas une volonté, Elisabeth Noir, d'écarter les sujets importants et puis de commencer avec, on va dire, ce qui relève, on va dire, de l'unanimité dans la classe politique. On va devoir traiter du nickel très rapidement parce qu'on parle de la SLN qu'il faut bien sûr sauver. Moi, je suis aussi très inquiet pour l'usine du Nord, pardon, mais les bruits qu'on entend, et je le dis comme ça pour être poli et pas trop engageant à RRB, mais c'est que Glencore veut et va certainement partir, donc ça veut dire au moins Eramet reste, mais demande à l'État de payer. Glencore, eux, ils partent. Et quelle ardoise ils vont laisser aux Calédoniens, ça, j'aimerais bien savoir. Donc il faudrait aussi qu'on se penche sur l'usine du Nord, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous allez, vous, participer au groupe Nickel également? Moi, je pense qu'en tant que parlementaire, je serais associé à l'ensemble des groupes de travail. Alors, Gérald Darmanin a commencé à en parler un petit peu du nickel l'autre jour dans le Nord, vous y étiez aussi. Il a dit clairement que l'État ne pouvait pas se contenter de faire des chèques, mais qu'il fallait proposer un projet industriel pour le nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est une bonne approche, à votre avis? C'est comme ça qu'il faut faire? Il faut effectivement arriver à gérer notre nickel? Alors vous savez, dans cette histoire de nickel en Nouvelle-Calédonie, il y a toujours un jeu de rapport de force entre les trois partenaires que sont les industriels, l'État et les collectivités calédoniennes. Gérald Darmanin, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut une stratégie. Parce que je ne peux pas faire des chèques indéfiniment comme ça pour sauver le soldat Ryan. Bon, très bien. Mais l'État doit participer à cette stratégie. C'est ça que moi je dis à Gérald Darmanin. Vous voyez qu'on n'est pas... tout le temps aligné sur tout et que aussi les messages qu'on se donne sont des messages aussi de conviction. Parce que l'État est dans une stratégie de France 2030 du tout électrique, de plus de voitures, en tout cas, qui fonctionnent à l'énergie fuel, on va dire, à l'énergie fossile. Mais en même temps, l'État achète son nickel ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il finance des usines qui sont en faillite et dont des actionnaires sont français et dont l'État est aussi actionnaire de ces actionnaires. Je veux dire, il y a aussi une incohérence de l'État d'acheter du nickel partout ailleurs dans le monde, sauf en Nouvelle-Calédonie, et qu'en même temps, il sauve nos usines avec l'argent du contribuable français. Je pense que l'État doit aussi avoir, permettez-moi de le dire et de le dire à Gérald Darmanin, une certaine vision de leur stratégie industrielle en Nouvelle-Calédonie également, parce que nous n'avons pas voté non 3 fois pour rien, nous sommes aussi partie intégrante du territoire national. Et que donc, quand on va sauver ArcelorMittal dans le Nord, on se doit, en contrepartie d'une stratégie sur l'industrie, on se doit aussi d'avoir la même action en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, Eramet doit avoir une vision en Nouvelle-Calédonie et doit participer au sauvetage de la SLN. Oui, nous, Calédoniens, devons bâtir une stratégie nickel pour la Nouvelle-Calédonie, mais l'État ne peut pas juste rester l'arbitre
silencieux qui fait des chèques à la fin. Une fois qu'on s'est mis d'accord, elle doit participer activement à la discussion. C'est ce que j'avais dit dans un quotidien local. Il faut que l'État, sur ce sujet, sorte de son, on va dire, de son équidistance historique, de sa neutralité historique. Il faut que l'État prenne en main les sujets stratégiques en Nouvelle-Calédonie parce que nous avons décidé de rester français et qu'à ce titre, nous devons demander à ce qui est l'administration de la nation, finalement, l'État, d'avoir une stratégie sur un territoire français. En dehors du domaine industriel, sur le plan justement politique institutionnel, est-ce que vous avez le sentiment que l'État, la France, savent quoi faire de la Nouvelle-Calédonie? Ils ont un projet pour la Nouvelle-Calédonie? Ou ils sont juste contents, effectivement, qu'elle reste française? Non, je crois qu'ils sont conscients que la Nouvelle-Calédonie doit rester française parce que dans la région se jouent des enjeux géopolitiques majeurs. Voilà, entre les puissances américaines, chinoises, aussi de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie. Donc je pense que l'État et l'Europe aussi, il ne faut pas l'oublier, veulent rester dans la zone pacifique pour des raisons géopolitiques et donc économiques à moyen terme. Et donc on sent que vraiment, c'est pour ça que Darmanin est très clair sur l'avenir institutionnel. Il dit la Calédonie est française, c'est pas le sujet. La question c'est comment vous vivez ensemble et comment on fait en sorte de trouver un équilibre entre vous. Mais c'est français. Donc il y a au moins un début de stratégie et il y a au moins une volonté plus affirmée que lorsqu'on a vécu sous François Hollande par exemple qui disait nous, on est équidistants, signez ce que vous voulez, on sera d'accord. Ça aurait pu être l'indépendance sous François Hollande, il aurait dit OK. Aujourd'hui, non, c'est un peu plus engagé que ça. Alors nous, on aimerait bien que ça soit encore plus, parce qu'on est loyaliste, bien évidemment, mais c'est déjà un bon début. Je voulais y revenir d'un mot sur le nickel quand même. On dit pas de chèque sans projet industriel, à court terme quand même, parce que le projet industriel va mettre un certain temps à être défini, à ce qu'il y ait un accord dessus. À court terme, est-ce que vous pensez que l'État va quand même venir au secours des usines qui n'en peuvent plus aujourd'hui? Oui. Je pense que l'État, la SLN pour cette année, je crois, a besoin de 115 millions d'euros. 115 millions d'euros, alors ça fait 12-13 milliards de tête, ça doit faire, on va dire 15 milliards de francs. L'État va certainement intervenir. Moi, ce que j'aimerais bien, et ce qu'on dit nous chez les loyalistes, c'est qu'on aimerait bien que également Eramet participe. Les prochaines étapes maintenant, selon vous, pour le processus calédonien, on ne sait toujours pas si on est sorti ou non de l'accord, si les bilatérales vont avoir lieu, si les indépendantistes vont venir autour de la table. La prochaine étape, c'est vraiment les groupes de travail qui permettent de rentrer dans le vif du sujet, ou est-ce qu'il peut y avoir des discussions directement entre partenaires locaux, sans l'État? Comment vous voyez les choses? Non, mais il faut rassurer les Calédoniens sur quelque chose, parce qu'on ne va pas revenir à chaque fois sur ce qu'on a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sait ce qui va se passer. On a des groupes de travail qui ont été définis à la Convention des partenaires à Paris, qui a défini 8 groupes de travail, je crois, dont un sur l'avenir institutionnel. Ces groupes de travail vont être organisés dès aujourd'hui, avec notamment le début sur le groupe du travail foncier, puis les autres viendront, et ça doit nous amener jusqu'à 2023 pour trouver des équilibres sur tous ces sujets, d'accord? Le FLNKS doit nous rejoindre en cours de route après son congrès en février, et nous devrions arriver en 2024 avec quelque chose avec un papier cadeau tout fait, tout beau, tout propre, pour qu'on aborde les provinciales de manière sereine. C'est ça aujourd'hui le calendrier. Enfin, je veux dire, c'est quand même très clair. Il faut rester là-dessus. Parce que si on dit à chaque fois, c'est pas très clair, on n'a pas très bien compris. Non, il faut vraiment ce qu'on vous dit, les messages qu'on passe aux médias sont très importants. On est dans ce laps de temps-là et dans ce rythme-là. Une question d'actualité que je suis obligé de vous poser, même si on ne va pas refaire le débat sur les drapeaux qui a occupé la Calédonie pendant longtemps. Le groupe UC FLNKS et nationaliste a un peu surpris en déposant hier une proposition de loi du pays sur le drapeau pour que le drapeau du FLNKS devienne la bannière du pays d'ici aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. C'est quoi? C'est de la provocation? C'est de l'agitation? C'est comment vous interprétez ça? C'est les signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie, ceux qui ont été adoptés comme terre de parole, terre de partage, l'hymne, également les billets de banque, ont tous été issus d'un travail du gouvernement en concertation avec toutes les forces vives de la Nouvelle-Calédonie, associatives, culturelles, institutionnelles, puis ont été amenés sur le bureau du Congrès avec une unanimité politique et ont été votés. Là, sur le drapeau, c'est une proposition de loi d'un parti politique, l'UC, au moment de la venue du ministre de l'Intérieur. Voilà. On voit, c'est gros comme une maison. Le poisson, il ne monte pas dans le bateau tellement il est grand. C'est clairement une provocation de l'UC à l'égard du ministre de l'Intérieur. C'est pour qu'on en parle.
Moi, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de dire c'est un non-sujet. De toute façon, il faut 3/5 du Congrès pour le voter. Ça veut dire qu'il faut, en plus de la majorité actuelle, avec l'éveil océanien pour les indépendantistes, d'aller chercher des voix dans le camp non-indépendantiste. Donc moi, j'appelle mes partenaires non-indépendantistes hors loyalistes à ne surtout pas voter ce texte au Congrès, parce qu'il ne fait pas l'objet aujourd'hui d'un consensus et n'a pas été préparé dans les conditions optimales, et que nous défendons l'idée d'un drapeau commun qui rassemble tous les Calédoniens. Nicolas Mézard, nous arrivons bientôt au terme de cette interview. Vous avez passé presque un mois là, en Nouvelle-Calédonie. Ça fait longtemps, depuis votre élection, vous n'aviez pas passé aussi longtemps. Vous faites quoi dans ces cas-là? Vous vous reposez ou au contraire, vous continuez à travailler, vous rencontrez les Calédoniens, vous essayez de voir un peu Non, quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on attend de vous? Oui, alors l'idée pour moi, quand je reviens, parce que j'étais sur un rythme de 15 jours, 15 jours. Depuis que je suis élu, ça fait 5 mois je crois, j'ai fait 6 allers-retours entre Nouméa et Paris avec un rythme de 15 jours ou 3 semaines, 3 semaines. Et c'est vrai qu'il y a un manque de communication historique entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et comment le ressentent les Calédoniens. Et donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Alors je savais que Gérald Darmanin venait, mais pour faire une tournée, expliquer ce que j'avais fait à l'Assemblée nationale. J'étais à Ouégoua, j'ai été à la fois, bien sûr, j'ai été à Koné, à Wako, chez Poupoune de Bien, je salue tout le Nord, bien évidemment, pour dire ce que je fais là-bas. Parce que je fais des choses. Peut-être que les Canadiens ne savent pas. Non, mais par exemple, on a communiqué avec Lionel Brinon et le Haut-Saria sur 250 millions d'aides pour le secteur agricole, 180 millions, pardon. Les 250 millions d'aides pour les bons alimentaires qui ont été reversés via la province sud aux associations caritatives pour aider les plus démunis. On a obtenu 120 millions pour la mise en place du Pass Culture en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, c'est ce qui permet aux jeunes étudiants et aux jeunes, tout simplement, d'avoir accès à des tarifs beaucoup plus bas, voire quasiment gratuits, les cinémas, les théâtres, les librairies, les médiathèques, voilà, un accès à la culture gratuit. Et bon, il faut le financer, donc c'est les 120 millions que j'ai obtenus. Et tout ça, on l'obtient avec Philippe Dunoyer en faisant des amendements à l'Assemblée sur les budgets de l'État. Et donc, il faut qu'on aille convaincre nos homologues, donc les gens de notre groupe et puis les gens de l'opposition. Et à chaque fois, voilà, ça a été voté à l'unanimité, donc j'en suis très content. Et puis je crois que notre plus belle victoire, quand même, il faut le dire, en si peu de temps, alors que c'est un très gros sujet, c'est la prolongation de la défiscalisation nationale. Ça y est, c'est acquis? Oui, en Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2029. Donc ça donne de la visibilité aux investisseurs, ça donne de la visibilité au cabinet de défiscalisation, ça fait fonctionner l'économie du territoire. Et quand on sait que, je pense à Gaël Yano qui avait obtenu une prolongation de 10 ans, de 2015 à 2025, il avait dû batailler plusieurs années à l'Assemblée nationale, qu'on ait réussi à le faire avec la majorité et Philippe Dunoyer en moins de 6 mois, je trouve que c'est une belle victoire. Donc voilà, je fais ça, je fais du terrain pour expliquer tout ça, parce que je travaille et je tiens à ce qu'on le sache. Voilà. Tout de même, un dernier mot, on en parlait au début, majorité relative à l'Assemblée nationale. Résultat, la Première ministre a engagé 7 fois sa responsabilité avec le 49.3. C'est pas un peu frustrant pour un député parce que finalement, il n'y a pas de débat sur tous ces textes-là. Alors si, en fait, ce qu'elle fait, Elisabeth Borne, Madame la Première ministre, c'est qu'elle déclenche le 49.3 souvent après les débats. Elle laisse les députés débattre, déposer les amendements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit toujours des vidéos de députés qui s'invectivent, parce que s'il n'y avait pas de débat, il n'y aurait pas d'invective. Et donc, elle attend que le débat finisse, et quand elle voit qu'il n'y aura pas de majorité pour voter le texte, elle déclenche le 49.3. Mais c'est souvent à la fin des débats, donc on a le temps quand même de se battre avec la France insoumise à l'Assemblée nationale, et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Vous participez à ces débats virulents? On vous entend parfois oui. Crier dans l'hémicycle? Alors, crier, non, parce que vous savez, je suis quand même très respectueux de l'institution, et les Calédoniens, on a quand même... voilà, je veux quand même représenter dignement mon pays, donc je ne me mets pas à hurler sur les bancs. Mais je suis intervenu plusieurs fois, notamment à la tribune, pour défendre le gouvernement sur des motions de censure. Ce qui me permet aussi, avec Philippe, d'être repéré en tant que soutien du gouvernement sur des sujets nationaux, parce que le reproche qu'on fait souvent aux députés d'outre-mer, c'est de ne s'occuper que de leur île, de leur territoire. Et donc c'est vrai on peut être méprisé par les métropolitains, ce qui peut être compréhensible, parce que du coup ils se disent mais vous vous occupez jamais des sujets nationaux, vous êtes là que pour demander de l'argent. Et je veux leur démontrer qu'on peut être calédonien, on peut venir même de brousse, et puis s'intéresser aux sujets nationaux et d'avoir une conviction sur la guerre en Ukraine, sur les motions de censure, sur la corrida, sur l'IVG dans la Constitution que j'ai votée, parce que le droit des femmes c'est important. Donc voilà, je veux leur démontrer que c'est pas parce qu'on vient de très loin qu'on n'est pas sensible à tout ça et qu'on est moins bon que les autres.
Eh bien, merci Nicolas Mazor d'avoir accepté notre invitation ce midi dans le magazine Transparence et bon retour en métropole. C'est toujours un plaisir de venir sur RRB. Je ne vous le fais pas dire, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Dans un instant, il sera disponible en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à tous, prochain rendez-vous d'infos à 13h.